Alors maintenant, on change un peu de thème. On regarde une surface décrite par l'équation z égale 1 moins 2x2 moins y4 et on suppose que ça représente une colline. Alors l'avantage d'être sur Visio, c'est qu'on n'est pas obligé de supposer que ça représente une colline, on peut constater que ça représente une colline en dessinant cette surface. Donc voici la surface z égale 1 moins 2x2 moins y4. Et effectivement, c'est une très belle colline que nous avons ici. On regarde un chemin qui descend représenté en coordonnées polaires par ρ. Donc il faut comprendre ici ρ de θ. Ρ, c'est une fonction de θ. Ρ de θ, c'est 2θ. Et θ, il appartient, alors attention ici, il y a une petite faute, c'est 0,3 pi. Ça ne veut rien dire que θ soit compris entre 0 et 3 fois lui-même. Alors, il faut qu'on détermine en fonction de θ, dz sur dθ, qu'est-ce que ça veut dire que ça? Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire un chemin qui descend représenté en coordonnées polaires par ρ égale 2θ? Alors, de manière générale, une courbe dans R2, une courbe du plan, c'est une fonction qui va d'un intervalle dans R2 donc elle a une seule variable, i c'est un intervalle, il est inclus dans R, et du coup elle s'écrit gamma de t. Gamma de t du coup c'est un point de R2, donc il y a deux coordonnées, x de t et y de t. En coordonnées polaires, du coup, donc on a déjà vu un certain nombre d'exemples de courbes comme ça. Gamma de t égale t0, par exemple, c'est une courbe qui suit l'axe des abscisses. Gamma de t égale 0t, c'est une courbe qui suit l'axe des ordonnées. Gamma de t égale tt, c'est une courbe qui suit à la droite en diagonale, comme ça. Et gamma de t égale t carré, c'est une courbe qui suit la parabole, comme ça, dans le plan. Donc jusqu'ici, on a surtout vu des courbes comme ça. Là, la courbe est décrite en coordonnées polaires. Qu'est-ce que ça veut dire, la courbe est décrite en coordonnées polaires? Ça veut dire que le point x de t, y de t, on va l'écrire en coordonnées polaires et on va choisir un angle égal à t. Donc gamma de t, ça va être égal à r de t cosinus t, r de t sinus t. En fait, on a déjà vu des courbes comme ça. Si R c'est une constante, le point gamma de t égale R cos t, R sinus t, il est sur le cercle de centre 0, 0 et de rayon R. Donc dans ce cas-là, gamma de t c'est un chemin, c'est une courbe qui donne en fait le cercle de centre 0, 0 et de rayon R. Donc par exemple, si R de t est égal à, je sais pas moi, 4, gamma de t, c'est le cercle gamma de t paramétrise le cercle de centre 0, 0 et de rayon 4. Et en fait, ici, quand on dit ρ de θ égale 2θ, donc c'est la même chose qui est en coordonnées grecques, c'est la même chose mais en lettres grecques, ici, du coup, on choisit R de t égale 2t. Donc gamma de t, c'est la courbe 2t cosinus t, 2t sinus t. C'est une courbe du plan qui est représentée par 2t cosinus t, 2t sinus t. Donc c'est en coordonnées polaires. Et du coup, t ici est entre 0 et 3 pi. Donc d'écrire une courbe en coordonnées polaires, on peut écrire ça r de t cos t, r de t sinus t, ou en lettres grecques, ρ de θ cos θ, ρ de θ sinus θ. Donc si on veut que ce soit des coordonnées polaires, il faut qu'on garde le cosinus et le sinus, et par contre on peut choisir ρ de θ. Et à quoi ça correspond géométriquement? Ça veut dire qu'en chaque θ, ça va nous donner un angle
ça va nous donner un angle, une direction. On regarde dans cette direction et on voit à quelle distance de 0 le point de la courbe se trouve. Par exemple, si j'avais une courbe un peu tordue, là, comme ça, bah, décrire la courbe en coordonnées polaires, ça veut dire que pour chaque θ, j'en regarderai. Donc voilà, ici, θ, ce serait l'angle, là, ici. Et ρ de θ, c'est la fonction qui donne la longueur du bâton en violet, là. Et du coup, pour chaque θ, je dis à comment la longueur évolue, et ça va me permettre de tracer la courbe. Donc ça, c'est l'idée des fonctions décrites en coordonnées polaires. Maintenant, ici, gamma de t égale 2t cos t, 2t sinus t, à quoi ça ressemble? Bah, ce qui se passe, c'est qu'on part de t égale 0, en t égale 0, alors c'est pas une ligne droite, donc on va enlever la ligne droite. Voilà. En t égale 0, je suis en 0, 0, et ensuite, quand t va augmenter, la distance à 0 va augmenter aussi. Donc quand t égale pi sur 4, par exemple, ici cos t, ça va être racine de 2 sur 2, sinus t aussi, et je vais avoir pi sur 2 fois racine de 2 sur 2, pi sur 2 fois racine de 2 sur 2, donc ça va être un point qui est un peu plus loin de l'origine. En t égale pi sur 2, par exemple, le cosinus va être nul, et le sinus va être égal à 1, donc je vais être à un point de coordonnées 0 pi, et tout du long, j'aurais fait augmenter le rayon comme ça. Et puis bah, quand t devient de plus en plus grand, le rayon devient de plus en plus grand, donc on s'éloigne de plus en plus de 0. Donc là, c'est le point θ égale pi sur 2. Ici, je suis en θ égale pi. θ égale 3 pi sur 2, on passe par là. θ égale 2 pi, on est rendu ici. Et vous voyez ici, quand θ augmente, quand t augmente, on part de plus en plus loin de 0. On s'éloigne de plus en plus, donc ça nous fait une spirale. Donc ici, c'est la courbe gamma de t égale 2θ cos θ, 2θ sin θ, et c'est celle-là qu'on nous demande d'étudier. Ok. Alors, comment ça, dz sur dθ maintenant? Parce que ça veut dire, en fait, c'est que z, il dépend de x et y. Donc z, en fait, on peut l'écrire f de x, y. Et quand on a une fonction f définie sur le plan, on peut regarder ce qu'elle vaut sur les points qui sont sur la courbe. On peut faire f de gamma de t, c'est un truc qu'on a déjà fait de nombreuses fois. Donc posons f de xy, donc c'est le z qu'on nous a donné, c'est 1 moins 2x2 moins y4. On peut calculer, pour θ entre 0 et 3pi, f de gamma de θ. Ou avec mes notations ici, f de gamma de t. F de gamma de t, du coup, ça va être 1 moins 2 fois 2t cos t au carré, moins 2t sinus t, le tout à la puissance 4. On peut calculer ça. À quoi ça sert? En fait, ce qu'on appelle dz sur dθ, donc histoire de respecter les notations d'énoncé, je vais plutôt appeler ça, voilà, θ. On peut calculer f de gamma de θ, et si on fait df, enfin f de gamma de θ, du coup, c'est une fonction qui est définie sur, c'est la composée de f et de gamma, donc c'est défini sur 0, 3pi, et c'est une fonction à valeur dans R, puisque f de xy, c'est un réel. Donc c'est une fonction réelle, en fait, en fin de compte. Une fois qu'on aura tout calculé, c'est une fonction à une seule variable, et on pourra donc la dériver.
Et en fait, c'est ça qu'on nous demande. C'est ça dz sur dθ. C'est on calcule la dérivée de z, donc de f de xy, quand θ varie, et θ, il nous donne la courbe gamma de θ. Donc si on calcule, on trouve f de gamma de θ, donc c'est f de 2θ cos θ, 2θ sin θ, donc c'est 1 moins 2 fois 2θ cos θ au carré, moins 2θ sin θ à la puissance 4, ce qui nous fait 1 moins 4θ carré, donc 8θ carré cos carré, moins, alors 2 à la puissance 4, ça nous fait 16, θ puissance 4, sinus puissance 4 de θ. Donc vous voyez, c'est une expression où il y a une seule variable qui est θ, et du coup, on peut dériver ça. Donc si je dérive ça par rapport à θ, on note d sur dθ, de f de gamma de θ. Qu'est-ce que ça donne? Alors le 1, il disparaît du coup, puisqu'on a dérivé, c'est une constante. Quand je dérive ça, du coup, c'est le produit de deux fonctions, donc j'ai moins 8 fois la dérivée de θ2, donc moins 16 θ cos carré θ, moins 8θ carré fois la dérivée de cos carré. La dérivée de cos carré, c'est 2 fois moins sinus θ fois cos θ, donc ça va me faire plus 16 θ carré cos θ sin θ, si je dis pas de bêtises. Ensuite, l'autre partie, donc on a 16 moins 16 θ puissance 4, donc θ puissance 4, ça nous fait du, si je dérive, moins 16 fois 4, 64, j'espère, θ cube sinus puissance 4, moins 16 fois θ4 fois la dérivée de sinus puissance 4, ça va nous faire θ 16 fois 4 fois θ4 fois cos θ fois sinus au cube de θ. Et ça, du coup, c'est le dz sur dθ qu'on nous demandait d'obtenir. Histoire dans la place, je vais le décaler un petit coup sur la gauche. Cos θ, sinus θ au cube. Et c'est ça qu'on nous demandait d'obtenir. Alors, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on a fait ici? Alors, vous avez vu une autre façon d'étudier f de gamma de θ quand gamma est une courbe. Vous avez dû voir en cours que si vous avez une fonction gamma définie sur un intervalle i à valeur dans R2, et f, une fonction qui est définie sur un sous-ensemble de R2, vous avez dû le faire dans Rn, mais ici on est dans R2, donc restons dans R2, à valeur dans R, on peut définir une fonction g de t qui est égale à f de gamma de t, donc la composée des deux, définie sur i à valeur dans R. Et vous avez vu que si gamma est dérivable, en un point t0 dans i, et si f est différenciable en gamma de t0, qui est un point de R2, alors la fonction composée, g, elle est dérivable en t0, et g' de t0, c'est égal au gradient de f au point gamma de t0, produit scalaire avec le vecteur dérivé gamma' de t0. Normalement, vous avez vu ça. Alors, juste une petite remarque. Qu'est-ce que ça veut dire gamma est dérivable en t0 dans i? Parce
que gamma, c'est quand même une fonction à valeur dans R2. C'est pas exactement comme les fonctions que vous connaissez déjà, qui ont une seule variable de R dans R. Gamma de t égale x de t sinus x de t, y de t, en toute généralité. Dérivable en t0, ça veut dire que les fonctions x de t et y de t, qui sont des fonctions réelles, hein, tout ce qui est le plus normal, la fonction gamma de t, elle est dérivable en t0 si x de t et y de t le sont. X de t, y de t, c'est des fonctions réelles, comme vous êtes habitué depuis le lycée. Et dans ce cas, ce qu'on appelle gamma prime de t0, c'est le vecteur x' de t0, y' de t0. Alors ici, on est exactement dans ce cas-là. On a f de gamma de θ, donc on a une courbe gamma de θ, et on voulait dériver f de gamma de θ. Donc déjà, gamma de θ, c'est la courbe 2θ cos θ, 2θ sin θ. Et 2θ cosinus θ, c'est une fonction qui est tout ce qu'il y a de plus dérivable. D'ailleurs, on vient juste de la dériver. Donc elle est dérivable sur l'intervalle de définition 0, 3π. F de xy, c'est 1 moins 2x2 moins y4. Donc cette fonction, elle a des dérivées partielles. df sur dx, c'est moins 4x. df sur dy, c'est moins 4y3. Et ces dérivées partielles, du coup, sont des fonctions continues. Donc cette fonction-là, elle est différenciable sur R2, puisque ces dérivées partielles df sur dx de xy, donc si je fixe le y et que je dérive par rapport à x, ça fait moins 4x. Et son autre dérivée partielle, df sur dy, si je dérive par rapport à y, ça fait moins 4y au cube. Ces deux fonctions, elles sont continues sur R2. Du coup, en théorie, si je dérive la fonction f de gamma de θ, d'après le théorème, si je fais la fonction g de θ égale f de gamma de θ, cette fonction est dérivable sur l'intervalle 0, 3π. Et g' de θ, ça devrait être égal au gradient de f en gamma de θ. Donc le gradient de f, ici ce qu'on obtient du coup, c'est que le gradient de f en xy, c'est moins 4x. Pardon, c'est plus. Si, ça c'est moins 4x. Moins 4y au cube. Donc le gradient de f en gamma de θ, bah, c'est la même chose, sauf que je remplace xy par gamma de θ. Donc par 2θ cos θ, 2θ sinus θ. Ce qui me fait moins 8θ cos θ moins 8θ au cube sinus θ au cube. Non, pas moins 8 du coup, parce que... Pardon. Du coup, moins 2θ sinus θ, le tout au cube, ça fait 8θ cube sinus cube, et je fais ça fois moins 4, donc ça me fait moins 32 θ cube sinus cube de θ, et je dois faire le produit scalaire de ça avec gamma prime de θ, et gamma prime de θ, du coup, c'est... Bah, si je dérive cette fonction-là, ça me fait 2 cos θ moins 2θ sinus θ, 2 sinus θ plus 2θ cos θ, et je dois faire du coup le produit scalaire de ces deux vecteurs.
θ cos θ. Alors, si je fais ça, j'obtiens du coup moins 16 θ cos carré θ plus 16 θ carré cos θ sinus θ moins 32 fois 2 moins 64 θ cube sinus θ puissance 4 moins 64 θ puissance 4 cos θ sinus au cube de θ, et c'est exactement comme tout à l'heure, j'ai plus la place pour mon sinus au cube. Et cela dit, exactement comme tout à l'heure, on obtient la même expression. Donc en quelque sorte, on vérifie le théorème sur cet exemple. On obtient bien la même expression, soit en faisant directement f de gamma de θ et en dérivant, soit en utilisant le théorème, ce qui nous rassure un peu sur la validité du théorème. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour cet exercice. Je vous remercie comme toujours de votre attention.